Des attaques russes, il y en a en permanence et sur les sujets les plus anodins. Renseignez-vous sur les cyberattaques russes. Une nouvelle vague de chaleur est attendue dès mardi sur l'ensemble de l'Hexagone. De nombreux observateurs pointent la responsabilité de Vladimir Poutine, accusé de semer le chaos climatique sur les démocraties européennes. C'est un pouvoir tentaculaire qui règne à Moscou, et même sur le monde entier. Tenez par exemple, avant-hier, je critiquais Poutine sur ce même plateau. Et voilà que hier, mon fils perce sa compétition de judo. Non mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus croire que tout est une question de hasard. Et figurez-vous qu'on a une étude récente qui prouve un lien généalogique direct entre Vladimir Poutine et Attila. Ce qui prouve bien que la volonté d'expansion territoriale se transmet génétiquement. Pour les experts du monde entier, il n'y a plus aucun doute. Les reptiliens eux-mêmes sont contrôlés par le maître du Kremlin, via un canal de communication maintenu par la branche russe des Illuminati. Salut tout le monde. Je pense que vous êtes au courant, mais peu après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016, une mouvance idéologique assez loufoque s'est développée autour de la personnalité du nouveau président, les fameux QAnon. Pour rappel, c'est un mouvement issu d'Internet qui est rapidement devenu sectaire et qui est basé sur la croyance que Trump est un genre de guerrier messianique qui combat les forces du mal de l'establishment américain. Donc en gros, il se bat principalement contre les démocrates qui feraient partie d'une cabale sataniste qui boit le sang des enfants pour avoir la jeunesse éternelle, enfin un truc du genre, vous voyez l'idée quoi. Évidemment, ce mouvement est à l'origine de plein de théories qui battent des records de complotisme, et pendant un bon bout de temps, on en a beaucoup parlé. Environ 15% des Américains croient à QAnon. QAnon, un genre de méta-complotisme. Un mouvement qui s'appelle le QAnon. Et c'est tout un aéropage de croyances. QAnon, une secte complotiste et multiforme. Eh ben aujourd'hui, je vais pas du tout parler de ça. Parce que pendant que beaucoup de gens ont longuement traité le délire QAnon, et à juste titre, même si la qualité du traitement était très variable, il y a une autre énorme théorie du complot qui s'est répandue dans le même temps, et qui n'a pas du tout titillé l'esprit critique des journalistes mainstream. Et en fait, c'est même bien pire que ça. Ils sont totalement tombés dedans et en ont été les promoteurs actifs. Vous l'avez compris, je parle de cette fameuse théorie selon laquelle Donald Trump serait en réalité un agent à la solde de Vladimir Poutine, ou en tout cas qui serait manipulé par le maître du Kremlin. Cette saga, elle dure maintenant depuis 10 ans, et depuis le retour fracassant de Trump à la Maison-Blanche, on nous la resserre encore. C'est l'idée possible que laissent entendre certaines personnes qui ont connu Trump depuis très très longtemps d'un compromat, c'est-à-dire d'un moyen de chantage exercé par Poutine à l'égard de Donald Trump. Avec la guerre en Ukraine, c'est évident pour tout le monde, le président des États-Unis d'Amérique est sous influence russe et c'est sans doute le plus grand succès de l'histoire des services secrets russes. Bref, il travaille un peu pour la Russie, quoi. Absolument. Et par ailleurs, vous racontez qu'à ce moment-là, il se voit peut-être déjà candidat à l'élection présidentielle un jour. Oui. Quand je discute avec des gens du renseignement américain, ils disent tous que c'est manifestement une opération montée par le KGB, peut-être justement pour en faire un contact confidentiel. Ah, sacré Julien Pain. Il a pas changé depuis la dernière fois, ça fait plaisir. Bon, le retour de Trump, c'est l'occasion de revenir sur cette grande affaire qui est clairement l'un des plus gros foirages médiatiques de ces dernières années. Donc bienvenue dans cette petite série de 2 épisodes où je vais essayer de vous synthétiser cette histoire le mieux possible, mais où on va surtout tenter de comprendre de quel phénomène elle est le symptôme, et ce que tout ça nous dit sur l'évolution du paysage politique en Occident. Bref, on va parler du Russiagate. Avant toute chose, je remercie chaleureusement Laurent Doré pour la relecture de mon script, et aussi Christophe, alias Politicogoy sur Twitter, pour son aide sur le fond. Allez jeter un œil à ses articles sur Substack, c'est toujours très éclairant et bien résumé, lien en description, bien évidemment. Alors, avant de développer l'affaire elle-même, je vais me permettre d'anticiper certains commentaires dont je vois le bout du nez pointé à l'horizon. Allez, encore un pro-russe, adorateur de Poutine, là, qui va nous expliquer que la Russie ne fait rien du tout. Et puis d'ailleurs, qui finance cette chaîne, hein? Eh bah tiens, justement, pour répondre à cette question, à partir de maintenant, si vous voulez, ça peut être vous. J'ai mis en place un petit Tipeee si vous avez envie de soutenir mon travail au-delà des likes et des partages. Je donnerai bientôt quelques explications supplémentaires là-dessus, mais en attendant, le lien est dans la description, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, partager la vidéo et la chaîne, etc., etc.
Et sur ce, on revient à notre propos. Alors, spoiler alerte, ce qui est vrai, c'est que sur l'ingérence russe en France et en Occident, on en fait des caisses depuis des années, et c'est bien ça qu'on va analyser dans cette série. Mais bien évidemment, il faut pas croire pour autant que la Russie se tient bien tranquille, et que les tentatives d'ingérence numérique qu'elle mène sont toutes des inventions de nos dirigeants. Les Russes, ils tentent des trucs, aujourd'hui c'est quelque chose de très documenté, et justement, dans la deuxième partie, qui arrive dans 2 semaines, je vais m'appuyer sur cette documentation pour démêler la réalité du fantasme. Et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à dire, donc pour que les choses soient claires, il faut déjà les séparer un peu. Parce que le Russiagate, ça désigne en fait principalement 3 événements ou accusations relatifs à la campagne américaine de 2016. L'allégation d'une collusion entre Donald Trump et le gouvernement russe ou ses services secrets, le piratage des mails de Clinton par des agents du GRU, le service de renseignement extérieur de la Russie, et une opération d'influence massive lancée par la Russie sur les réseaux sociaux pour renverser l'élection en faveur de Trump. Donc je vais traiter ces 3 points séparément, et je commence par le début. Est-ce que Donald Trump est vraiment un agent du KGB, ou au moins est-ce qu'il est manipulé d'une manière ou d'une autre par le gouvernement russe? À l'époque, ce sujet a été une véritable surobsession des médias mainstream états-uniens, avec en tête de file des journaux de référence comme le New York Times et le Washington Post. Et ce feuilleton est vraiment très chargé, en détails, en personnages, en péripéties, en rebondissements. Donc je vais tenter de vous synthétiser tout ça le plus honnêtement possible, et comme d'habitude, vous retrouverez toutes mes sources en description si vous voulez creuser. Si on fait un peu le tri pour simplifier, toute cette histoire de conspiration entre Trump et la Russie a été montée sur quelques points saillants. Le plus important et le plus discuté, c'est un lourd dossier censé contenir des éléments solides contre Donald Trump, le fameux dossier Steele, du nom de son auteur, Christopher Steele, un ancien espion britannique. Ensuite, selon d'autres accusations, certains cadres de la campagne de Trump auraient entretenu des liens avec des membres des services de renseignement russes et ont été ciblés par des enquêtes du FBI pour ça. Et enfin, troisième élément principal, des transferts de données auraient été interceptés entre les serveurs de la campagne de Trump et une banque russe appelée Alpha Bank. Et bien sûr, il y a eu une tripotée d'éléments plus mineurs qui ont alimenté la théorie, j'en mentionnerai peut-être quelques-uns en passant un peu plus tard, mais à mon sens, ce sont ces 3-là qui constituent le cœur de l'affaire. Christopher Steele a commencé à constituer son dossier en juin 2016, et a continué à l'alimenter par la suite. Au début, bien sûr, il n'était pas disponible pour le grand public, et c'est seulement des agents du FBI et certains journalistes qui y avaient accès. C'est BuzzFeed qui l'a publié en intégralité en janvier 2017, donc après l'élection. Il consiste en une suite de rapports qui appuient la thèse de contact étroit entre Trump et son entourage et des officiels du gouvernement russe. Il affirme également que la Russie détient un ensemble d'éléments compromettants pour Trump afin de le faire chanter, et que c'est Vladimir Poutine en personne qui supervise cette opération. Avec des éléments un peu scabreux à base de Golden Shower, enfin bon, je vous laisse aller lire ça vous-même si c'est votre truc. Ce document est véritablement le pilier du Russiagate. C'est sur son existence et son contenu que se sont basés principalement les médias pour convaincre et se convaincre que cette histoire était sérieuse, surtout au début. Mais bon, il y avait juste un léger problème avec ce dossier. C'est de la merde. Quoi? Alors, pour résumer, il faut sortir des éléments qui ont été révélés par la suite. Déjà, l'auteur du dossier, Christopher Steele, il s'est pas lancé là-dedans de son propre chef. Son travail a été commandité par une entreprise de détectives privés appelée Fusion GPS, qui était elle-même sous contrat avec la campagne d'Hillary Clinton. Bon, déjà, niveau indépendance de l'enquête, on va dire qu'on n'est pas sur l'état de l'art. Mais surtout, le dossier ne contient aucune preuve probante, pour des affirmations qui sont quand même assez balèzes. Parenthèse, on parle par exemple de Poutine en personne qui aurait entamé un dossier compromettant sur Trump en 2013. Donc à une époque où Trump, dans le monde politique, c'est juste personne. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un enchaînement de propos rapportés de sources anonymes qui n'étaient même pas de première main. C'est-à-dire que Steele ne s'est pas entretenu lui-même avec les personnes anonymes qu'il cite. Mais alors, justement, quelles sont ses sources de base, vous me direz? Eh ben, sa principale source pour cette histoire d'éléments compromettants sur Trump s'appelle Igor Danchenko. C'est un Russe qui vit aux États-Unis et qui est a priori la seule source de Steele que le FBI a interviewé. Et dans ses entretiens, il a lui-même décrit ses propres informations comme basées sur des rumeurs et de la spéculation, notamment la fameuse histoire de la Golden Shower. Et il juge le travail de Steele erroné
ou exagéré. Donc, si on résume, l'élément central de toute cette affaire est un dossier constitué par un type sollicité par des prestataires de la campagne Clinton qui a aggloméré des informations douteuses qui sont des propos rapportés, basés sur des rumeurs non prouvées et jamais corroborées par d'autres sources, le tout étant discrédité par l'une des principales sources du dit dossier. Pas à dire, c'est du travail de pro. C'est prodigieux. Et à l'époque, beaucoup de journalistes indépendants ont bien évidemment mis en évidence ces failles abyssales. Mais le truc est tellement gros que même des figures mainstream, pourtant pas favorables à Trump, voire carrément opposées, ont attaqué le dossier, comme Michael Isikoff de Yahoo News ou Bob Woodward du Washington Post. I've lived in this world for 45 years where you get things and people make allegations. That is a garbage document. It never should have been presented as part of an intelligence briefing. Et pour la petite histoire, dès l'automne 2016, le FBI avait offert à Christopher Steele une récompense de $1 million s'il pouvait corroborer les allégations de son dossier. Et ben, malgré cette incitation assez généreuse, il n'a rien fourni de plus. Voilà, je crois qu'avec tout ça, vous avez un peu une petite idée de la solidité du dossier. Et pourtant, ça n'a pas empêché le FBI de s'en servir comme base pour lancer des enquêtes et des écoutes de certains cadres de la campagne de Trump. Ce qui nous amène donc à notre deuxième point. L'équipe de campagne de Trump aurait été remplie de personnes en contact étroit avec les services russes. Bon, en fait, cette accusation se concentre surtout sur 5 ou 6 d'entre eux, notamment un dénommé Carter Page par exemple. Les tenants de la théorie du complot se sont accrochés pendant un bon bout de temps au fait que le FBI avait en effet lancé une enquête sur lui et d'autres membres de la campagne de Trump suite aux soupçons d'accointance avec les Russes. Pour eux, si le FBI s'intéressait à lui, c'était bien la preuve qu'il y avait un vrai problème. En plus, on savait déjà qu'il avait travaillé avec des Russes par le passé. C'est vrai que si on met ce genre d'éléments bout à bout en restant en surface, ça peut paraître accablant. Mais là non plus, ça ne résiste pas à un examen un peu plus rigoureux. Parce qu'on a appris par la suite que ce qui a servi de base pour lancer l'enquête sur Page, c'était le dossier Steele. Et justement, comme l'enquête patinait et que le FBI ne trouvait rien, les agents ont lancé des écoutes de Carter Page, donc une surveillance de ses adresses mail, son téléphone, etc. Et même avec ça, ils n'ont jamais rien trouvé d'incriminant. Et plus tard, même le directeur du FBI de l'époque a reconnu qu'ils avaient eu tort et qu'ils avaient abusé du cadre légal pour mettre ces écoutes en place. Et l'histoire est assez similaire pour les 4 autres personnalités. Je veux pas rentrer dans le détail pour pas faire trop long. Encore une fois, je vous invite à consulter les sources si vous voulez avoir tous les fins mots de l'affaire. Mais à chaque fois, le schéma est le même. Des éléments décontextualisés sont mis bout à bout à base de cherry picking et sont montés en épingle. On s'imagine une révélation fracassante, et au final, les enquêtes ne donnent rien. Alors, certains ont quand même été condamnés, comme Paul Manafort, qui avait été directeur de la campagne de Trump pendant ses premiers mois. Mais ces condamnations ne concernent pas une collusion avec le gouvernement russe pour faire élire Trump. Il a été reconnu coupable notamment de fraude fiscale, fraude bancaire et blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités de lobbying en Ukraine, bien antérieures à la campagne de 2016. Et oui, certains de ces agissements peuvent tomber sous l'appellation de conspiration. Donc c'est clair que ça fait un peu flashy. Et c'est aussi clair que Manafort n'est pas quelqu'un de recommandable, et que c'est très bien qu'il ait écopé de ses condamnations. Mais pour notre affaire, ça prouve toujours pas de collusion avec le gouvernement russe en 2016. Et enfin, il nous reste cette affaire de prétendu lien secret entre la campagne de Trump et la banque russe Alfa Bank. Bon, je pense que vous commencez à comprendre le pattern, donc on va faire vite. Petit ajout dans le tableau, en fait, la campagne Clinton n'était pas directement en lien avec Fusion GPS. Leur contrat passait par l'intermédiaire d'une firme juridique. C'était évidemment un petit montage pour permettre à Fusion GPS de se blanchir et de dire que non, ils n'ont jamais rencontré qui que ce soit de l'équipe de Clinton. Eh bien, c'est un membre de cette firme juridique, Michael Sussman, qui a servi d'intermédiaire entre Fusion GPS et les médias et le FBI pour lancer cette allégation de canal secret avec la banque russe. Je vous la fais courte, le FBI a essayé de suivre cette piste et n'a finalement rien trouvé, et même la plupart des médias ont lâché l'affaire. Je précise quand même que dans cette histoire, le FBI a plutôt pour but de faire tomber Trump, donc on peut pas vraiment les soupçonner de le protéger. Bon, à ce stade, je dois ramener sur la table un des personnages les plus importants. Si vous avez un peu suivi l'affaire, vous connaissez forcément son nom, Robert Mueller. C'est un avocat, et surtout ancien directeur du FBI, qui se voit confier en 2017 le rôle de procureur spécial pour investiguer et faire la lumière sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, et particulièrement sur la prétendue conspiration entre Trump et le gouvernement russe. Il est considéré globalement dans les deux camps comme quelqu'un de compétent et solide, et qui ne laisserait rien passer à Trump ou à la Russie. Donc ses conclusions ont été très attendues,
d'autant plus que son enquête a duré 2 ans. Et après ces 2 années et pas mal de péripéties, il sort un rapport de plus de 400 pages sur toutes les ramifications de l'affaire. Et déjà, si on lit les parties consacrées à l'équipe de campagne de Trump, on se rend bien compte que ce qui s'est passé, c'est soit des tentatives plus ou moins ratées d'entrer en contact avec certaines entités russes pour établir des futurs liens en cas de victoire de Trump, soit des communications normales dans un cadre diplomatique. Et d'ailleurs, dès le début du paragraphe sur Carter Page, Mueller précise d'emblée qu'il n'a trouvé aucune preuve de conspiration de sa part avec les Russes. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce rapport, c'est sa conclusion générale qui est très claire. Vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, hein. Je cite, « L'enquête n'a pas produit de preuves suffisantes pour soutenir l'accusation que qui que ce soit au sein de la campagne Trump a agi en tant qu'agent d'un commanditaire étranger, ni sous la direction ou le contrôle du gouvernement de Russie ou l'un de ses officiels. » Bon, ça a plutôt le mérite d'être clair, non? Eh ben visiblement, ça n'est pas encore assez pour certains journalistes bien de chez nous qui arrivent encore à affirmer ce genre de truc sans trembler des genoux. Ensuite, il y a une autre question qui est celle, est-ce qu'il y a eu une collusion, une complicité de Trump et de son équipe avec les Russes pendant cette période-là? Autrement dit, est-ce qu'ils étaient au courant et est-ce qu'ils ont participé? Là-dessus, il y a eu une enquête assez accablante du FBI, le rapport Mueller, et là on voit que autour de Trump, son directeur de campagne était clairement en lien avec la mafia russe et les services de renseignement russes, 2 de ses conseillers russes. En revanche, ce qui n'a pas pu être prouvé par le FBI, c'est cette collusion. Qu'est-ce que c'est qu'une collusion? Quand vous êtes un service comme le FBI de contre-espionnage, vous enquêtez sur les agissements de services adverses. Là, les choses sont parfaitement claires. Et vous enquêtez également sur des citoyens américains pour savoir si vous avez passé la ligne rouge et trahi. Et là, c'est pas du tout la même chose. Vous allez potentiellement devant un juge, et donc il faut prouver l'intention. Ça demande un certain nombre de preuves juridiques. Et dans un pays comme les États-Unis, qui sont un état de droit, je peux vous dire que ces preuves sont importantes. Par exemple, cette personne dont je parlais, ce conseiller de Trump qui proposait ses services au renseignement russe, il s'en est sorti. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il est allé devant le juge et il a dit « Attendez, mais moi je savais pas que c'était des agents de renseignement russes. Je pensais que c'était des diplomates russes. » Voilà, là on a un joli mélange des genres, bien confus. Quand on entend ça, on comprend clairement que pour lui, les types sont coupables de collusion, mais s'en sont sortis par des pirouettes juridiques et en jouant sur les mots, quoi. Mais sérieux, il faut arrêter de tordre la réalité selon ses désirs, là, hein. Quand on lit le rapport, c'est assez clair. Oui, des membres de la campagne Trump ont bien eu des contacts avec des officiels russes, et on se rend bien compte que c'était des tentatives de transactions diplomatiques ou de business, et on peut tout à fait critiquer ce genre de pratique. Mais dans le monde de la politique américaine, en effet, c'est rien d'anormal, et c'est une attitude qu'on retrouve dans les 2 camps vis-à-vis de la Russie ou d'autres pays. L'accusation qui a été traitée par Mueller, c'était bien celle d'un complot avec les Russes pour faire élire Trump. Et ça, c'est bien enterré par l'enquête. Bref, on est déjà sur du très haut niveau, mais c'est même pas le pire. C'est pas quelque chose qui a été prouvé, c'est simplement une hypothèse, mais basée sur pas grand-chose aujourd'hui, si ce n'est qu'on sait que le KGB peut faire ça. Si je résume... C'est un tout petit peu plus que ça, puisque Steele, qui est quelqu'un d'assez sérieux, ouais, a eu des sources en Russie en 2015, hein, son enquête date de 2015, des sources à haut niveau qui lui ont parlé, qui lui ont dit ça. Alors là, franchement, c'est fort, hein. Réhabiliter le dossier Steele et le considérer comme crédible, celle-là fallait la faire, hein. Aux États-Unis, plus personne n'a l'idée d'oser un truc pareil, hein. D'ailleurs, ce cher monsieur, c'est Antoine Wittkin, un journaliste assez proche de la sphère des fact-checkers en gros, et il a réalisé pour France TV un documentaire sur Trump qui est une pépite de complotisme mainstream, vraiment franchement ça vaut le coup, hein. Et justement, après l'avoir vu, je me suis dit que ça mériterait un débunkage en règle, et que ça pourrait être sympa de faire ça en live, donc dites-moi en commentaire si l'idée vous tente, et si c'est le cas, je mettrai ça en place. Sur ce, il est temps de passer au 2e point principal de cette affaire, le piratage des serveurs des démocrates et la diffusion des mails de Clinton. Dans son rapport, Robert Mueller attribue sans ambiguïté ce piratage au GRU, le service de renseignement extérieur de la Russie. Selon lui, voilà ce qui s'est passé. Les agents du GRU ont réussi à pénétrer dans les serveurs du comité démocrate en mars 2016 et ont récupéré les fameux mails de Clinton. Suite à ça, ils en ont publié certains sur des sites créés pour l'occasion et ils ont utilisé 2 avatars internet, DCLeaks et Guccifer 2.0, pour essayer de les disséminer sur les réseaux et surtout pour contacter des journalistes, notamment l'équipe de Wikileaks. Mueller décrit plusieurs échanges entre les avatars du GRU et Wikileaks,
dans ce qui semble être des tentatives de coordination et des envois de documents à Wikileaks. Et il en conclut que c'est bien le GRU qui a fourni à Wikileaks les mails d'Hillary Clinton. Alors, ce narratif, il est tout à fait plausible, j'irais même jusqu'à dire qu'il est probable. Il y a des échanges de mails et de messages privés assez précis, donc pour les réfuter, il faudrait prétendre que Robert Mueller les a inventés, ce qui est quand même une accusation très forte. Cependant, il reste quand même des zones d'ombre et des imprécisions assez importantes pour être mentionnées, et qui ont tendance à faire penser que la version de Mueller est peut-être au moins incomplète. Et comme le diable se cache parfois dans les détails et qu'on n'en parle jamais dans les médias, je vais essayer de vous résumer ça efficacement. Dans ce débat-là aussi, il y a pas mal d'éléments qui ont été soulevés, donc je vais me concentrer sur les plus importants. Le premier élément, c'est que pour affirmer que les serveurs démocrates ont bien été piratés par les services russes, Mueller ne s'appuie pas sur une analyse indépendante des serveurs par le FBI ou la NSA. Parce que justement, le FBI n'a jamais eu accès aux serveurs. Le comité démocrate a refusé de les lui donner et le bureau a étrangement accepté cette situation. Du coup, le diagnostic a en fait été réalisé par une entreprise privée appelée CrowdStrike qui était elle-même sous contrat avec le Parti démocrate. Ça met quand même un petit coup à l'indépendance de l'enquête. Et plus tard, le directeur de CrowdStrike a lui-même admis qu'ils n'ont pas pu établir une preuve définitive que la Russie était bien derrière tout ça. Alors j'insiste quand même là-dessus, ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire qu'ils se sont basés sur ce qu'on appelle des preuves circonstancielles, c'est des genres de faisceaux d'indices qui peuvent quand même être forts, mais qu'ils ne disposent pas du truc vraiment définitif qui permet de conclure au-delà de tout doute raisonnable. D'ailleurs, c'est reflété subtilement dans le rapport Mueller, qui n'emploie pas toujours des termes péremptoires et qui dit par exemple que le GRU semble avoir volé les mails. Bon, après, à mon sens, c'est une formulation logique quand on dispose de preuves seulement circonstancielles, et Mueller est plus affirmatif dans d'autres paragraphes. Mais le deuxième élément, c'est la chronologie telle qu'elle est exposée dans le rapport. Déjà, pour rappel, en mars 2016, Wikileaks avait publié un premier ensemble de mails d'Hillary Clinton qu'ils avaient obtenus légalement. Puis, selon Mueller, le piratage des serveurs démocrates par le GRU se fait entre avril et mai, puis, courant juin, les deux avatars des services russes commencent à publier les mails piratés, et c'est à cette période qu'a lieu le tout premier contact entre l'avatar DCLeaks et Wikileaks, précisément le 14 juin. Et avec l'autre avatar, Guccifer 2.0, la première connexion s'est établie encore 8 jours plus tard. Or, Julian Assange avait annoncé dès le 12 juin que Wikileaks allait bientôt publier un nouveau paquet de mails de Clinton, donc avant tout contact avec ces deux avatars. Si c'est bien eux les fournisseurs exclusifs des emails, c'est quand même un peu bizarre qu'Assange ait fait cette annonce avant même d'entrer en contact avec eux. Il manque un truc quelque part. Et de son côté, Assange a toujours fermement nié que les mails que Wikileaks a publiés provenaient des services russes ou de tout autre acteur étatique. Et d'ailleurs, le rapport Mueller l'indique lui-même et rapporte qu'Assange a même affirmé avoir des preuves physiques de ce qu'il avance et qu'il était disposé à les présenter. Et ça justement, c'est le dernier élément principal qui jette un peu de doute. Malgré les affirmations d'Assange et sa volonté de témoigner son point de vue, Mueller n'a pas voulu l'interroger, alors qu'il a quand même interviewé des centaines de personnes pour son enquête, donc il n'était pas à une près. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? Bah de mon côté, et ça bon c'est mon opinion personnelle, donc vous en faites ce que vous voulez, je trouve que la thèse du piratage par les Russes reste malgré tout crédible, et même tout à fait probable. Il y a ces réelles zones d'ombre que j'ai évoquées, mais qui ne suffisent pas, à mon sens, pour défausser totalement le narratif. Donc pour moi, l'attitude raisonnable là, ce serait de suspendre un minimum son jugement là-dessus. Après tout, si on prend un peu de recul, c'est pas si grave que ça de pas avoir le fin mot de cette affaire. D'autant plus que je pense qu'on peut quand même formuler des hypothèses raisonnables pour expliquer les trous dans la raquette. On peut imaginer des scénarios qui intègrent les déclarations d'Assange sans mettre à la poubelle tout le récit de Mueller. Les deux ne sont pas forcément antagonistes quand on y regarde de près. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui fait consensus, c'est que même si c'est vraiment les Russes qui sont derrière tout ça, Wikileaks n'était pas du tout au courant. C'est une conclusion clairement formulée dans le rapport Mueller. Donc, quand ce cher monsieur Vitkin affirme ce genre de truc... Et par ailleurs, ils ont hacké des serveurs informatiques de l'adversaire de l'époque de Trump, Hillary Clinton, ce qui a conduit à l'affaiblir et ça a eu un impact sur l'élection. Qui avait été diffusé par Wikileaks à l'époque, mais qui était de manière très coordonnée avec les Russes, par ailleurs. Ben c'est toujours faux et totalement trompeur. Voilà, je m'arrête là pour cette longue partie, même si c'est malgré tout très résumé. Encore une fois, je vous encourage à aller consulter les sources si vous voulez vraiment tous les détails. Et on peut donc passer au point suivant, un autre aspect de l'action des Russes qui a fait couler une quantité d'encre hallucinante, la fameuse opération d'influence sur les réseaux sociaux. À l'époque, cette thématique a aussi occupé le peloton de tête de l'attention médiatique, et aussi de la dramatisation au passage. L'opération a été décrite comme un effort russe sophistiqué et multiniveau pour utiliser
tous les outils de notre société ouverte afin de créer du ressentiment, de la défiance et du désordre social. Ce flot de désinformation aurait même probablement changé le cours de l'histoire américaine. Donc, cette fameuse opération, c'était quoi réellement et qu'est-ce qu'on peut dire de son impact? Déjà, l'organisme qui l'a mené est une entité russe privée, l'IRA, l'Internet Research Agency. C'est ce qu'on a communément appelé par la suite une ferme à trolls, c'est-à-dire une structure collective qui a pour principale activité de poster de la merde ou de la désinformation sur Internet dans un but propagandiste, commercial ou autre. Et en l'occurrence, l'IRA appartenait à un type qui n'était pas encore très connu à l'époque, mais dont on a beaucoup plus entendu parler par la suite, Evgeny Prigojine. Oui, c'est le même qui a été directeur du groupe Wagner, la société de mercenaires russes, et qui a rencontré son destin tragique il y a un peu plus de 2 ans. Et à son âme... ou pas, en fait. Mais bref, ça, c'est pas très important. En général, les gens qui soutiennent la thèse d'un impact majeur de cette opération sortent des chiffres assez impressionnants. Environ 126 millions de personnes auraient été exposées au contenu de l'IRA sur Facebook, 1,4 million sur Twitter, et puis bon, si on additionne tous les réseaux, c'est encore plus impressionnant. Ça a touché, je crois, 187 millions d'Américains. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Bon, c'est sûr que si on reste bien en surface et qu'on balance des gros chiffres sans expliquer plus que ça donne l'impression d'un truc de malade. Donc, encore une fois, on va essayer d'être un peu plus rigoureux que ça. Déjà, ce genre de chiffre est vraiment à remettre en perspective, il faut savoir de quoi on parle. Le 126 millions, par exemple, il vient d'une estimation réalisée par Facebook du nombre d'impressions potentielles sur 2 ans. Donc il s'agit pas de 126 millions de personnes qui consommaient régulièrement et assidûment le contenu produit par l'IRA, c'est au maximum 126 millions de personnes qui ont reçu au moins une fois dans leur fil Facebook une publicité ou un post provenant de la ferme à trolls. Et je dis bien reçu dans leur fil, ça veut même pas dire que le post en question a été vu ou lu au milieu de tout le flot d'informations qui défile chaque jour. Et en plus, les données fournies par Facebook montrent que plus de la moitié des impressions a eu lieu après les élections. Donc on voit bien que dès qu'on creuse un peu, l'image commence déjà à s'effriter. Et heureusement, depuis le temps, il y a beaucoup de ressources accessibles pour creuser encore. Et notamment un rapport très détaillé sur le contenu de l'ingérence numérique et les méthodes employées par l'IRA. Rapport qui a été présenté à l'époque devant le Sénat des États-Unis. Pour résumer, l'activité de l'IRA a commencé bien avant l'élection de 2016 et passe par un certain nombre de comptes Facebook, Instagram et Twitter, mais aussi quelques chaînes YouTube. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'activité est ciblée. L'IRA adapte ses comptes et ses posts pour s'adresser à des communautés ou à des sujets collectifs spécifiques. Et son découpage s'est fait majoritairement en 3 groupes. Les gens avec une tendance de gauche, ceux avec une tendance de droite, et les noirs américains qui apparemment ont été particulièrement ciblés. Dans ce cadre-là, les comptes de l'IRA produisaient du contenu qui correspondait aux problèmes et à l'idéologie de chaque groupe. Donc du contenu de droite pour les groupes de droite, en majorité des posts de soutien à Trump, du contenu plutôt de gauche pour le camp d'en face, mais qui semblait plutôt viser à décourager le vote, et les posts à destination des Afro-Américains parlaient de leurs problèmes concrets, notamment la violence policière, et semblaient là aussi avoir pour but de décourager le vote. Donc on voit en effet un schéma pro-Trump qui se dessine clairement. Mais ça concerne les posts directement liés aux élections, qui représente en fait une assez faible minorité du total. Ce qui ressort de ce rapport pour moi, c'est que globalement, l'activité de l'IRA sur les réseaux, c'est d'abord un gros flux de shitposts aléatoires sur des thématiques récurrentes. Beaucoup de posts ne sont même pas directement politiques d'ailleurs. Et l'analyse faite pour le Sénat a calculé que ceux qui mentionnaient Trump ou Clinton représentaient 6% du total sur Twitter, 18% sur Instagram et 7% sur Facebook. Et de manière plus générale, l'ensemble des posts à propos de l'élection compte pour 11% du total, tout réseau confondu. Bon, mais à part ça, ils ressemblaient à quoi ces fameux posts? Le rapport nous en donne un petit échantillon, donc c'est surtout des mèmes, dans ce genre-là, ou encore ça, celui-là apparemment ça a été le plus partagé, ou encore cette blague qui a beaucoup tourné, et qu'on pourrait traduire par « Tu es accro à la masturbation, viens me chercher, je te donnerai un coup de main ». Voilà, donc c'est avec ces chiffres et ce genre de contenu qu'une ferme à trolls a changé le cours de l'histoire américaine. Bon, ok, l'empire états-unien est en déclin, mais quand même, j'aurais tendance à dire qu'il en faudra un petit peu plus pour le faire tomber. D'ailleurs, le rapport précise bien qu'il n'a pas évalué l'impact réel de tout ça sur le comportement électoral des Américains concernés, c'était pas le rôle de cette étude. Mais du coup, je vous propose une petite expérience pour mesurer ça, là, maintenant, entre nous. Attention, on va faire de la recherche de haute volée. Je vous montre quelques posts de l'IRA pris plus ou moins au hasard. Voilà, regardez-les bien. Faites pause si vous voulez. Allez, un deuxième paquet. Voilà. Là, normalement, vous devriez ressentir une forte envie de soutenir Trump. S'il se présente en France en 2027, c'est sûr que vous allez voter pour lui. Bon allez, j'arrête de troller, mais vous voyez bien ce que je veux dire.
Quand on voit en quoi consistait vraiment cette activité en ligne et qu'on prend connaissance des chiffres de manière un peu plus sérieuse, à mon sens, la théorie d'un impact majeur sur les élections, ça ne tient pas 2 minutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour juger de ça, vous n'avez pas à vous fier à mon intuition ni à la vôtre, parce que des études sérieuses sur l'impact électoral de l'IRA, il y en a, notamment une très aboutie, menée par des chercheurs américains, danois et irlandais, publiée en 2019, et dont une nouvelle version complétée et étoffée a été publiée en 2023 dans Nature Communications. Et voici donc leurs conclusions. Premièrement, ils ont pu mesurer une concentration extrêmement forte des vues enregistrées sur les posts de l'IRA. 70% des vues ont été générées par 1% des utilisateurs exposés, et la quasi-totalité des vues, 98%, est concentrée sur 10% des utilisateurs. Déjà, ça fait fortement relativiser l'impact, mais c'est que le début. L'étude montre ensuite que ces posts sont vus en grande majorité par des personnes se déclarant fortement du camp républicain, donc qui, selon toute probabilité, allaient déjà voter pour Trump sans avoir besoin de voir 3 images pour les en convaincre. Ensuite, les auteurs de l'étude remettent un peu les choses en perspective et comparent l'exposition aux posts de propagande russe à celle des grands médias et politiciens américains. Et là, c'est sans appel, il y a au moins un facteur 10 entre les deux, et les auteurs disent eux-mêmes que le contenu de l'IRA a été éclipsé par celui des médias traditionnels et des personnalités politiques. Dans le dernier mois avant la campagne, en moyenne, les participants à l'étude ont été exposés chaque jour à 4 posts de comptes russes contre 106 posts des médias et 35 posts de politiciens. Mais la partie peut-être la plus importante, à mettre en perspective avec les 3 que je viens d'exposer, c'est celle qui cherche à établir s'il y a, oui ou non, un lien statistique significatif entre l'exposition aux postes russes et un changement d'attitude électorale ou politique. Est-ce que le fait d'avoir vu beaucoup de contenu produit par les Russes est propre à faire changer d'avis des Américains sur des sujets politiques très présents pendant la campagne? Est-ce que ça rend plus probable un changement de vote favorable à Trump? Grâce aux données qu'ils avaient à disposition, les auteurs ont pu établir les modèles statistiques pour répondre à ces questions. Et attention, suspense... nada. Pardon, je vais être plus précis et je vais citer l'étude directement. Nous n'avons détecté aucune relation significative entre l'exposition aux posts provenant de comptes de propagande russes et des changements d'opinion des participants sur les sujets, leur polarisation politique ou leur comportement électoral. Pour la faire simple, aucun lien constaté entre l'activité des Russes sur les réseaux et la manière dont les gens ont voté, ou même sur leurs opinions politiques en général. Là encore, ça me semble on ne peut plus clair. Et pour terminer sur cette étude, je précise qu'elle a analysé exclusivement les données de Twitter, mais il me semble assez raisonnable de considérer ce résultat comme pertinent pour les réseaux en général. Je vois pas en quoi le fait d'être sur Facebook ou Insta inverserait totalement la vapeur. D'autant plus que les auteurs de l'étude précisent dès l'introduction que ces résultats sont parfaitement cohérents avec l'état de la recherche sur l'impact des campagnes politiques en général. Donc, petit message à Antoine Wittkin, Conspiwatch et autres fact-checkers très inquiets de l'influence russe sur les réseaux sociaux, vous qui dites accorder la plus grande importance à une pensée basée sur des faits et surtout sur la science, pourquoi est-ce que vous déployez tant d'efforts pour nier les conclusions qu'elle tire ? Maintenant qu'on a vu tout ça, il y a peut-être 2 remarques que certains auront envie de m'adresser. D'abord, on pourrait me dire que, ok, ça c'était pour 2016, c'était il y a presque 10 ans. Donc depuis, la Russie a sans doute perfectionné son approche, d'autant plus que les enjeux géopolitiques sont beaucoup plus pressants maintenant. Eh ben en soi, c'est une bonne remarque. Oui, je sais, c'est facile quand c'est moi qui fais les questions et les réponses, mais bon, ça va, je suis pas en direct, j'ai pas le choix. Et justement, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, dans le 2e épisode de cette petite série, on va regarder quelles sont les capacités réelles et les actions de la Russie en 2025 dans le domaine de l'ingérence numérique. Et on verra à quel point ça change la donne ou pas. Et un autre élément de langage que je vois souvent ressortir dans la littérature sur cette affaire, c'est l'idée que, élection ou pas, le vrai but de ces opérations propagandistes sur les réseaux, c'est de polariser et de semer la discorde au sein des nations occidentales. Alors, que ce soit l'intention des acteurs russes dans ce domaine, c'est tout à fait possible, et je dirais même assez certain. Mais en faire la cause première de la discorde et des polarisations politiques dans le camp occidental, ça me semble quand même discutable. Non, c'est pas vrai, ça me semble pas discutable, ça me semble totalement éclaté au sol, et ça aussi, je l'expliquerai dans le 2e épisode qui arrive dans 2 semaines. Voilà, bon sur ce, je suis désolé, faut que je vous laisse, j'ai juste un petit truc urgent à régler, j'en ai pas pour longtemps. Всё в порядке.
Они думают, что вы не опаснее. Отлично. За Россию. За Россию.